Bonjour, je suis le docteur Béatrice Milbert et aujourd'hui je vais aborder encore la maladie de Lyme sous un autre angle, c'est-à-dire l'angle des co-infections qui sont de nombreuses pathologies infectieuses très souvent associées à la Borrelia, qui n'est donc pas seule dans cette maladie de Lyme. Et donc il y a aussi d'autres pathologies comme l'électro-hypersensibilité, la chimico-sensibilité que j'aimerais aborder car elles sont souvent, pas toujours, mais souvent reliées à la maladie de Lyme. Alors, pour ce qui est des pathologies, des co-infections, Borrelia, effectivement, la dernière fois, je vous avais dit, est souvent associée à une piqûre de tique. Mais il n'y a pas que les tiques qui transmettent la maladie de Lyme, il y a aussi les araignées, les moustiques, les tampes, les puces, les poux, etc. Et donc, dans le cadre de ces piqûres d'insectes multiples, il y a des co-infections aussi qui peuvent être transmises. Et là, nous pouvons parler aussi bien de bactéries, de parasites, de candidoses, mycoses diverses et de virus. Donc là, effectivement, d'ailleurs souvent les gens me disent, mais pour la maladie de Lyme, il existe un vaccin. Ce n'est pas pour la borréliose qu'il existe un vaccin, c'est pour l'encéphalite à tiques qui est également transmissible par les tiques. Et vous ne pouvez pas aller aujourd'hui en Mongolie ou en Autriche ou en Suède l'été sans avoir cette vaccination qui est recommandée pour ces destinations. Donc, la maladie de Lyme, effectivement, si on la prend au sens Borrelia, ce n'est pas juste. En fait, c'est Borrelia plus co-infection. Mais c'est vrai qu'il est souvent difficile d'aborder d'emblée cet aspect un peu compliqué, si vous voulez. Et donc, Borrelia, par exemple, peut être très fréquemment associé à la babésiose. Il faut savoir que 80% des chevaux en France sont porteurs de babésia. Et donc, j'ai participé avec le docteur Philippe Bottero, avec l'INRA, pour la reconnaissance de cette transmission de l'animal à l'homme, et cela a été effectivement validé par tous les tests que nous avons faits à l'époque à l'INRA. Et donc la babésia donc, est une pathologie qui peut donner de la transpiration nocturne, des palpitations, de l'essoufflement, mais il y a aussi la bartonelle. La bartonelle, elle est très transmise par les animaux malades, en particulier les chats, les chiens, les lapins. Elle est très bien connue des vétérinaires qui considèrent que cela représente à peu près 10% des atteintes, mais elle est transmissible à l'homme très facilement. Et la bartonelle, on la connaît sous l'aspect de la maladie des griffes du chat. Et elle donne donc au stade chronique ce qu'on appelle des vergetures pourpres, c'est-à-dire des espèces de griffures sur le corps qui sont rouges ou violettes. En tout cas, c'est tout à fait facile à diagnostiquer quand elles sont présentes. Et elles peuvent donner aussi cette pathologie, ces bartonelloses, qui sont assez nombreuses. Il y a 26 souches possibles, donc c'est bien évident qu'on n'a pas la capacité de toutes les diagnostiquer par sérologie. Et souvent, les sérologies de Bartonelle reviennent négatives. Donc c'est important de s'appuyer sur la clinique. Et donc c'est vrai que ces vergetures pourpres, quand elles sont associées à des troubles de la vision, c'est-à-dire une vision floue, quand elles sont associées à des douleurs articulaires, là effectivement le diagnostic commence à faire surface. Et le diagnostic étant difficile, là aussi on fait souvent appel à la biorésonance qui la retrouve facilement. Donc on va aborder aussi, donc ça c'est les associés, on va dire les plus fréquents de la Borrelia, mais il y a aussi très fréquemment Ehrlichia, Anaplasma, les rickettsia et d'autres pathologies, mais on ne peut pas tout énumérer, parce que comme je vous ai dit, il y a aussi les parasitoses. Donc on retrouve fréquemment des douves du foie,
Erythrema pancreaticum, Fasciolopsis buski, Fasciolopsis hepatica. On retrouve très fréquemment aussi des ascaris. Tous les aspects parasitaires ne peuvent pas être abordés ici, tellement ils sont importants et vastes. Et il y a aussi les virus. Donc les virus, on peut voir aussi bien de l'herpès, on peut voir aussi bien Epstein-Barr virus, cytomégalovirus, et bien sûr bien d'autres. J'en profite pour signaler qu'en post-Covid, nous avons souvent constaté des réactivations de la maladie de Lyme. Et même chez des personnes qui n'en avaient jamais entendu parler, qui n'avaient pas conscience qu'elles avaient Lyme, soudain, au décours du Covid, des états de fatigue énormes, des douleurs articulaires, des problèmes, comme on a cité auparavant, des crampes, des problèmes d'insomnie, une fatigue absolument gigantesque. Et là, quand on faisait les recherches de Lyme, on le trouvait. Donc, effectivement, souvent, quand on vous parle de Covid long, il peut y avoir aussi bien des réactivations de maladies de Lyme que d'Epstein-Barr virus, de cytomégalovirus, qui sont connus pour être des syndromes de fatigue chronique. Voilà, donc ça c'était pour le côté viral. Il y a également, comme je vous disais tout à l'heure, toutes sortes de candidoses, de mycoses qui peuvent être associées. Et là, on se retrouve effectivement avec des personnes qui ont des symptomatologies qui peuvent être effectivement cutanées, mais aussi intestinales, avec des diarrhées, des troubles gynécologiques et puis des problèmes aussi au niveau générale. Et ça, c'est moins bien connu, mais pour avoir suivi de nombreux cas de sida, quelle ne fut pas ma surprise dans des maladies de Lyme chroniques de retrouver la même problématique avec des sérologies de candida albicans ou d'aspergillose positive, ce qui indique que la candidose a passé la barrière intestinale et a une localisation systémique, donc elle peut se promener dans votre sang, entraîner une baisse immunitaire, des localisations viscérales. Donc toutes ces pathologies, effectivement, quand elles cohabitent, donnent des états cliniques extrêmement graves, avec des pathologies qui changent tout le temps. C'est ce qu'on entend dire, la maladie de Lyme, c'est une maladie fourre-tout, où on trouve tous les aspects possibles de la médecine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé Borrelia la grande de la maladie de Lyme, la grande imitatrice, parce qu'elle peut ressembler aussi bien à une pathologie neurologique, voire neurodégénérative, qu'une pathologie cardiaque, qu'une pathologie pulmonaire intestinale, avec des alternances effectivement de troubles. Moi je me souviens d'avoir vu une patiente, un jour le bras gauche était paralysé, le lendemain c'était le bras droit, après c'était les jambes, et effectivement quand elle est arrivée aux urgences, on lui a diagnostiqué non pas un AVC, mais une pathologie de Lyme. Heureusement, elle est tombée sur un interne qui connaissait la maladie et elle m'a été orientée. Donc, on peut dire que cette pathologie donne des visages tellement différents que, effectivement, beaucoup de médecins sont désorientés et souvent les patients se retrouvent en psychiatrie avec des traitements antidépresseurs pour des douleurs qui effectivement ne sont pas explicables ni par des radios, ni par des IRM, ni par d'autres examens, parce qu'effectivement si on fait une prise de sang classique, tout est normal. Il faut aller creuser vers des marqueurs plus précis comme les lignées de natural killer, les CD56 et les CD57 qui peuvent être affectés, en particulier les CD57, avec un rapport CD57 sur CD56 qui est effondré. Et là, effectivement, on peut commencer à se dire est-ce qu'il n'y aurait pas une maladie de Lyme avec des atteintes multisystémiques et donc souvent avec de multiples agents pathogènes. Donc ça, c'est effectivement ce qu'a très bien décrit le professeur Christian Perron lorsqu'il appelait ces maladies de Lyme ou syndrome polysystémique post-morsure de tique et pluri-infectieux, bien sûr. Donc on a cet aperçu-là qui donne déjà souvent un aspect de gravité, parce que quand vous avez comme ça une atteinte multiple, évidemment,
le traitement est encore plus compliqué. Et donc, moi, je passe ma journée à voir des personnes qui sont à des stades très avancés de ces pathologies, qui bien sûr n'ont pas été reconnues ni traitées correctement. Et donc, on se retrouve avec une obligation finalement d'utiliser autre chose que les antibiotiques. Parce qu'effectivement, vous allez donner un traitement anti-infectieux, par exemple un antibiotique, mais cet antibiotique ne va pas correspondre, il correspond peut-être au traitement de la bactérie de Lyme, par exemple, ou de la Bartonelle, mais il ne va pas correspondre au traitement de la babésiose, ni d'une candidose, encore moins d'un virus, et encore moins d'un parasite. Donc, en fait, on est obligé de donner des traitements dans tous ces domaines-là. Et finalement, au cours de mon exercice professionnel, ce qui m'est apparu le plus aisé à utiliser, c'est les plantes, et en particulier les associations de plantes qui permettent de travailler sur tous ces niveaux-là, tout en stimulant le système immunitaire, tout en permettant d'apporter aux patients une meilleure tolérance au niveau des intestins et finalement de retrouver, certes plus lentement, mais plus sûrement, une qualité de vie. Alors je ne dis pas que c'est efficace à 100%, mais franchement, avec le nombre de cas que j'ai traités depuis 35 ans, il y a un vrai plus à utiliser les plantes, à utiliser l'homéopathie et à utiliser éventuellement d'autres thérapeutiques, puisque dans ces pathologies qui sont à des stades très avancés, nous constatons qu'il y a des séquelles. Donc des personnes qui ont beaucoup de mal à marcher, qui ont beaucoup de mal à s'alimenter et qui ont des fois énormément de troubles neurologiques avec effectivement certains aspects qui peuvent aller vers des paralysies, des maladies neurodégénératives, des aspects Alzheimer avec des gros troubles de mémoire, de concentration. Et là, évidemment, on est quand même tenu de travailler sur ces aspects-là. Donc, il faut en plus donner des traitements pour la circulation sanguine, pour la microcirculation. Il faut donner aussi des antalgiques, parce que souvent, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de crampes. Il faut donner des traitements pour aider au sommeil, parce que le sommeil, en général, est complètement dévasté. C'est des gens qui ne dorment plus depuis des années. On peut voir aussi beaucoup de problèmes donc, de concentration. Et là, je donne des vitamines B, du ginkgo biloba, et j'essaye des oméga 3, j'essaye d'améliorer au maximum, parce que pour moi, c'est essentiel chez des gens jeunes, mais aussi chez des gens plus âgés, de retrouver les capacités de mémoire, de concentration. Et souvent, j'ai vu trop de jeunes qui arrêtaient leurs études parce qu'ils ne pouvaient pas se concentrer ni retenir les leçons qu'ils avaient apprises, ils ne pouvaient pas passer leurs examens. Donc effectivement, il y a toute une prise en charge qui est extrêmement lourde, mais nécessaire. Et c'est sûr qu'il y a des problèmes aussi au niveau tendinite, au niveau ligamentaire, il y a énormément de problèmes au niveau articulaire, donc je donne souvent aussi de la silice, du collagène, de l'acide hyaluronique pour aider à ces processus de réparation. Évidemment, le moral n'est jamais très fort, l'immunité est très abîmée, donc on est quand même face à des pathologies très lourdes. Et cela, pour moi, c'est cette globalité de la prise en charge qui est fondamentale et qui est parfaitement comprise par la médecine intégrative. Parce que quand vous êtes face à des personnes qui ont un tel passé, qui ont une telle souffrance, qui ont une telle difficulté de vie, c'est évident que moi toute seule, je n'ai pas la capacité de prendre en charge et que je dois faire appel à d'autres thérapeutes qui vont aider effectivement avec des rééducations, avec des thérapies vraiment de prise en charge du sommeil, des thérapies de prise en charge de la mémoire. Et c'est sûr que c'est un peu ce travail de groupe qui va être payant
au fond. Hein, donc, je vous ai parlé donc, de tout cet aspect infectieux, mais je ne vous ai pas encore parlé du problème de l'association avec les métaux lourds. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les problématiques qu'ont ces patients, si on est arrivé à un stade aussi grave, c'est que ces personnes ne savent pas se détoxifier. Et donc, on est obligé de les aider à faire des drainages du foie, des reins, mais quasiment permanents, et des détox, parce que effectivement la libération de toxines par ces bactéries est aussi importante que la prise en charge, par exemple, pour les intoxications aux métaux lourds. Et en plus, elles sont souvent associées. Donc, on va être à un moment donné amené à faire le point aussi par rapport à l'intoxication aux métaux lourds. Et évidemment, ça c'est encore une autre prise en charge qu'on abordera. En tout cas, à cause de cette complication que nous avons, j'ai mis au point une plateforme qui s'appelle la plateforme Melisa, sur laquelle vous avez un très long questionnaire à remplir, mais ce long questionnaire aborde tous les aspects, non seulement l'aspect maladie de Lyme, évidemment, mais aussi l'aspect intoxication aux métaux lourds, intoxications diverses, parce qu'il n'y a pas que les métaux lourds, il y a aussi l'électrosensibilité, la chimicosensibilité, qui peuvent être à un moment donné abordées dans le cadre de maladie de Lyme. C'est d'ailleurs comme ça au départ que quand j'ai commencé à traiter les électrosensibles, je me suis aperçue que plusieurs avaient des symptômes de maladie de Lyme, ce qui a fait que j'ai bien sûr creusé cette possibilité et que j'ai trouvé une association possible dans un tiers des cas. Évidemment, ce n'est pas la totalité, mais dans un tiers des cas, il y avait effectivement des symptômes de Lyme et des sérologies positives. Donc, et en traitant la maladie de Lyme, et en traitant en particulier la Bartonelle est très souvent associée à l'électro-hypersensibilité, il y avait de très nettes améliorations. Alors une fois de plus, pas dans tous les cas, mais c'était suffisamment fréquent pour que je fasse une conférence sur ce sujet en Australie, à Sydney. Et d'ailleurs, tout ce travail avait été fait en collaboration avec les vétérinaires qui, eux, effectivement, étaient très touchés par ce type de pathogène, par la Bartonelle. Et donc, grâce à eux, j'avais eu cette approche. Et les Australiens, quand je leur parlais de ce travail fait en collaboration avec les vétérinaires, étaient extrêmement intéressés et trouvaient que c'était fondamental que finalement il y ait la possibilité d'avoir un travail en collaboration. Ce qui est parfaitement le but de la médecine intégrative, c'est-à-dire d'ouvrir la médecine à d'autres possibles, si vous voulez. Parce qu'en fait, et c'est d'ailleurs le professeur Montagnier qui à un moment donné m'avait complètement orienté vers ce travail commun avec les vétérinaires en me disant, vous verrez Béatrice, les vétérinaires ont beaucoup de choses à vous apprendre et à apprendre aux médecins. Ce que j'ai constaté quasiment à chaque fois que j'ai été en contact avec eux, c'était toujours un échange extrêmement fructueux et je les en remercie. En tout cas, pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous arrêter là. Je pense avoir fait le tour de toutes ces co-infections qui, pour moi, sont un véritable cortège de souffrances et qui accompagnent la Borrelia dans la maladie de Lyme. Merci à tous pour votre écoute.